pleine forme. Alors aujourd'hui, on va parler boulange, on va parler pain, on va parler farine, on va parler levain, voilà. Je vais vous partager un petit peu dans cette vidéo ce que j'ai appris au fur et à mesure de mes expériences, au fur et à mesure de mes recherches. Je n'ai aucune formation en boulangerie ou quoi que ce soit. J'ai tout appris, on va dire, sur le tas. Je suis autodidacte. J'ai appris à la force de faire des essais, de faire des recherches. Voilà, il y a des moments où je me suis trompée lamentablement. Mais voilà, il faut persévérer et on y arrive. Alors le pain, c'est assez... C'est pas délicat, c'est une fois qu'on a le coup de main, ça devient plus ou moins facile, hein. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est assez... Vous allez le voir, hein, au fur et à mesure, je vais vous en parler dans la vidéo, mais ça dépend de plein de choses en fait. Ça dépend de l'environnement, ça dépend de l'humidité, ça dépend de la farine, ça dépend de plein de trucs qui sont des fois indépendants de nous en fait. Et voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, il faut persévérer, il faut tester et on y arrive forcément. Alors ça fait longtemps hein, que je fais mon pain maison, ça fait... 10-15 ans peut-être, ouais. Alors au début je faisais comme tout le monde, je faisais du pain avec de la farine en fait, normale. Une fois j'ai eu envie de me lancer dans le levain. Voilà, et quand on commence le levain, on devient vite addict au pain au levain, qui est complètement différent du pain à la levure en fait. Et le pain à la levure est bon, hein, mais le pain au levain, il est très bon. Après je pense que c'est une question de goût aussi, mais nous à la maison on adore le pain au levain. Donc du coup voilà, j'ai commencé à faire mon pain au levain, j'ai abandonné à un moment parce que mon levain était mort, parce que voilà, mais à chaque fois je reviens au levain quoi en fait. Donc là c'est ce que j'ai fait, je suis revenue au levain, je vous l'ai partagé dans les vlogs et du coup il y a eu plein de questions de votre part et je me suis dit que ce serait beaucoup plus simple d'y répondre directement dans une vidéo dédiée. Alors je vais commencer cette vidéo tout d'abord par parler de l'ingrédient primordial quand on veut faire de la boulange, c'est la farine. Alors vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe différentes sortes de farine, donc on a déjà la farine de blé, mais ensuite il y a la farine d'autres céréales, le seigle, voilà, il y a plein d'autres farines. Il y a ensuite, il y a même encore des nouvelles qui apparaissent régulièrement, comme en ce moment, les farines de légumineuses qui apparaissent, qui sont un peu dans le vent, ils sont un peu à la mode en ce moment, voilà. Donc du coup moi je vais vous parler des farines que j'utilise régulièrement, les farines que j'ai une expérience avec. Il y en a certaines où je vais passer un peu au-dessus parce que je les connais pas, parce que je les utilise pas, voilà. Donc je vais commencer d'abord par vous parler du T qu'il y a devant les farines. Quand vous achetez de la farine, il est souvent écrit T45, T55, voilà. Et souvent on se demande ce que c'est que ce T qu'il y a devant, qui en fait est le type de la farine. Alors le T, qu'est-ce que c'est? Clairement, donc comme je vous ai dit, c'est le type de la farine. Donc en fait ça correspond à la teneur. Alors je vais regarder de temps en temps en bas, je suis désolée hein, mais c'est parce que j'ai mes notes et c'est pour pas m'embrouiller, pas me chambouler et pas trop parler, voilà aussi. Donc du coup le T ça correspond à la teneur en minéraux dans 100 g de farine, donc de matière sèche en fait. Donc on va prendre 100 g de farine qu'on vient de moudre et on va le mettre à cuire, voilà, à chauffer très fortement hein, puisqu'on va le faire chauffer pendant 2 heures à 900 degrés, donc c'est à très forte température et il va nous rester plus que des cendres. Ça sera le taux de cendre, donc le T c'est qui correspond du coup au taux de cendre de la farine. Et en fait c'est ce qui reste en fait dans ces cendres, c'est les minéraux, donc c'est le taux de minéraux qui reste dans la farine. Donc on pèse le résidu après l'avoir fait chauffer pendant ces 2 heures à 900 degrés. On va le peser et on va trouver un certain grammage. Donc par exemple il va nous rester 0,45 g, donc ça va correspondre à la T45. S'il nous reste 0,110 g, enfin 1,10 g, et ben ça va correspondre à la 110. Voilà, donc je sais pas si vous comprenez donc ce que ça signifie le T. Donc je vous ai parlé de minéraux, donc voilà. Ça veut dire aussi que du coup, on en reparlera, hein, mais au plus le T est bas, donc quand il reste 0,45 g par rapport à une 150 T150 qui reste 1,50 g, ben, il y a plus de minéraux dans celle-là puisqu'il reste plus de minéraux à la fin. Donc du coup le T c'est le degré de raffinage, donc vous l'aurez compris, quand on utilise un T très bas on utilise l'intérieur du grain, quand on utilise un T très haut c'est l'enveloppe
complète du grain. Donc 45-55, vous allez la trouver non biologique en magasin lambda partout. T65, vous allez commencer à la trouver en bio. De toute façon, on ne trouve pas en dessous en bio, je pense. Mais voilà, parce que comme on commence à utiliser l'enveloppe du blé, donc au plus on monte, au plus il faut mieux l'utiliser biologique, parce qu'on utilise, comme je vous dis, l'enveloppe, donc l'extérieur aussi de la graine de blé, qui est du coup plus sujet aux pesticides, etc. Alors, on ne peut pas parler de farine sans parler de gluten. Alors le gluten, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un élément qu'il y a dans la farine et qui est très important pour pouvoir faire du pain. Au plus la farine est riche en gluten, au plus vous allez avoir une pâte élastique et du coup qui va gonfler et avoir un pain plus moelleux, voilà, plus aéré. Donc, souvent aussi ces farines avec beaucoup de gluten, elles sont beaucoup plus faciles à travailler en boulange qu'une farine qui a moins de gluten et du coup la pâte est un peu moins élastique et du coup plus cassante. Donc on dit que ces farines, elles sont panifiables. Donc les farines panifiables, vous avez le blé, le seigle, l'orge, le grand épeautre, le petit épeautre, l'avoine. Vous avez le maïs aussi, mais c'est pas un gluten qui a, c'est autre chose, c'est propre au maïs. Et ensuite, vous avez du coup les farines sans gluten qui sont les farines de riz, châtaigne, manioc, la farine de coco, la farine d'amande. Il y a quoi d'autre? De chanvre, quinoa, millet, tapioca, enfin voilà, toutes les nouvelles farines. Il y a aussi les farines du coup de légumineuses aussi qui apparaissent aussi sur le marché. Vous l'aurez compris, le gluten c'est un élément qui est très important pour la réussite de votre pain. Ça aide au travail de la pâte, ça aide le pain à bien lever, à devenir moelleux avec une belle croûte, ça aide à l'élasticité de la pâte, enfin voilà, ça permet la pâte de bien lever, d'avoir des belles alvéoles. Alors on arrive à faire du pain sans gluten, c'est tout à fait possible, mais il faut combler ce manque de gluten avec autre chose. Après, la texture est complètement différente du pain au gluten. Moi je trouve que le pain sans gluten, ça ressemble un peu à un cake en fait, vous voyez, ou un pain de mie ou quelque chose comme ça. On n'arrive pas à avoir le pain bien alvéolé, bien aéré, avec une belle croûte croustillante, une mie bien moelleuse, voilà. Alors on va parler du coup en premier de la farine de blé, celle qu'on utilise le plus souvent. Donc comme je vous ai dit, la farine de blé, celle qui a le moins de minéraux, c'est la T45. Donc c'est celle qu'on trouve principalement souvent en grande surface ou dans les magasins style Lidl ou les choses comme ça. Donc c'est une farine qui est très blanche. Elle est totalement dépourvue d'écorce en fait, donc elle est très pure. On peut la consommer non bio parce que du coup, voilà, c'est que le cœur du blé qui est utilisé, donc il y a moins de danger qu'il y a des pesticides qui se retrouvent dans votre farine. Et on l'utilise surtout en pâtisserie. Donc pour les crêpes, les gâteaux, les flans, enfin voilà, les trucs comme ça. On peut aussi l'utiliser pour les pâtes à tarte. Voilà. Donc la T45 plus en pâtisserie. Donc ensuite on a la T55, celle-là aussi on la trouve facilement en grande surface. Alors pareil que la T45, on peut la consommer non bio et je pense qu'on la trouve pas en biologique comme je vous ai dit tout à l'heure, mais à regarder, j'ai jamais trop fait attention en fait. C'est aussi donc l'intérieur du blé qu'on l'utilise, c'est une farine qui reste très pure aussi, et celle-là on l'utilise soit en pâtisserie, donc en remplacement de la T45, donc elle est un peu polyvalente, mais aussi pour tout ce qui est viennoiserie, brioche, croissant, voilà, les gâteaux, les choses comme ça. Alors il y a deux sortes de farine T55 en boulange. Donc il y a la T55 normale et il y a la T55 de gruau ou la farine de force. En fait c'est une T55 avec beaucoup de gluten et du coup qui est très élastique et qui est du coup elle est très utilisée pour tout ce qui est brioche ou les choses comme ça vous permet d'avoir une mie bien filante. Ce qu'il faut savoir c'est qu'avec la farine de gruau, donc celle qui est la T55 qui est riche en gluten, on l'utilise pas seule, on l'utilise avec une autre farine, donc souvent avec la T55 on complète les deux, ou pour une farine qui est très pauvre justement en gluten, on peut contrebalancer en fait en utilisant cette farine dite de force. Donc ensuite on a la T65, alors celle-là on la trouve bio, souvent dans les magasins bio, souvent aussi dans les grandes surfaces au rayon biologique. Voilà, à partir de là il faut mieux prendre bio de toute façon parce qu'on commence à utiliser un tout petit peu l'enveloppe du blé.
Elle reste blanche, cette farine, c'est celle que j'utilise le plus parce qu'en fait elle est polyvalente. On peut très bien l'utiliser en pâtisserie, mais aussi surtout pour faire du pain. Alors, aussi. Comme je vous ai dit, moi c'est celle que j'utilise le plus, c'est celle qui me permet aussi, enfin c'est celle que j'utilise aussi en mélangeant avec d'autres farines qui sont plus complètes pour aérer un petit peu la pâte de mes pains. Donc ensuite on arrive à la T80. Alors celle-là, je pense que c'est un peu plus compliqué de trouver à grande surface, plus en magasin biologique je pense. C'est une farine qu'on appelle bis. En fait elle est entre les deux, elle est entre la blanche et la complète. Alors la T80, vous pouvez l'utiliser très bien seule pour faire un pain dit bis ou en complément, en mélangeant avec une autre farine comme par exemple avec la T65 pour avoir un pain qui est un petit peu plus blanc que bic en fait. Donc ensuite on a la T110. Donc celle-là c'est la semi-complète, donc on utilise une partie du son, donc de l'enveloppe du blé. Par contre celle-là en pain, c'est difficile de l'utiliser. À partir de celle-là, c'est difficile d'utiliser ces farines tout seul quand vous faites un pain. Il faut forcément la compléter avec une T65 par exemple pour avoir un pain, parce qu'autrement il va avoir du mal à lever et justement à cause de ces petites fibres en fait, et il y a un peu moins de gluten aussi que les farines qui sont plus hautes. Donc du coup voilà, il faut la mélanger. Donc ensuite vient la T150, donc celle-là c'est la complète, on utilise tout le grain. Donc celle-là on l'utilise surtout en boulange, mais à faible dose, parce que si vous l'utilisez avec beaucoup, enfin une bonne proportion dans votre pain, vous allez vous retrouver avec un pain tout plat, une galette, il va pas bien lever, voilà, à cause de ces petites fibres qu'il y a à l'intérieur. Elle a un petit peu moins de gluten aussi, donc du coup il y a moins d'élasticité, donc on a du mal. Voilà, il faut vraiment l'utiliser en toute petite dose, donc je dirais un quart de la farine en farine complète et intégrale, et le reste en farine plus blanche, donc la T65 qui est très bien pour justement mélanger avec d'autres farines qui sont plus complètes. Donc les T80, T110, T130, T150, donc les farines qui sont 10 plus complètes avec plus de fibres à l'intérieur, elles sont surtout utilisées en boulange, mais elles sont aussi très intéressantes en pâtisserie, justement pour les côtés nutritionnels qu'ils ont. Alors, je pense avoir fait le tour un petit peu de la farine de blé, donc du coup maintenant je vais parler un petit peu de la farine de seigle. La farine de seigle c'est la deuxième plus connue après la farine de blé, c'est celle qu'on utilise aussi le plus après la farine de blé, surtout en boulange. Alors cette farine elle est beaucoup plus riche en minéraux et en nutriments et en fibres aussi que la farine de blé. On la reconnaît un petit peu à sa couleur, la couleur est un petit peu grise en fait, vous voyez, beige gris, enfin top on va dire. Voilà, donc elle est facilement reconnaissable, et puis sa texture aussi est différente par rapport à la farine de blé. Alors au plus elle est riche, au plus elle est complète, au plus elle est riche en nutriments, au plus elle a de son, un peu comme la farine de blé, mais alors celle-là au plus elle est difficile à travailler. C'est pas possible de l'utiliser 100% rien qu'elle en boulange, même si vous prenez un faible thé, parce que déjà il y a moins de gluten en fait dans la farine de seigle que dans la farine de blé, et puis le fait qu'elle est très riche en fibres et tout, vous allez vous retrouver avec une galette, avec quelque chose qui va pas bien lever, vous n'allez pas avoir une pâte qui va être élastique. De toute façon vous allez voir quand vous allez la travailler, elle casse, elle a pas cette élasticité qu'a la farine de blé en fait. Voilà, donc du coup il faut à chaque fois l'utiliser en proportion moindre, un peu comme la T150 par rapport, et faire la pointe avec une autre farine, donc une farine de blé de T65 ou T80 pour avoir un beau pain. Donc quand on trouve, je pense, si je dis pas de bêtises, dans le commerce des pains dits pains de seigle, c'est jamais 100% seigle en fait, il y a tout le temps un appoint de farine de blé à l'intérieur. Donc comme la farine de blé, on la classifie avec des thés. Par contre là vous allez voir que les thés sont différents dû à sa richesse en minéraux en fait. Voilà, comme je vous disais au tout début de vidéo, quand on brûle une partie, on se retrouve avec le restant de minéraux, et c'est ce qui qualifie le thé. Donc au plus la farine est blanche, au moins il nous reste de minéraux, donc au plus le thé il est bas. Donc là vous allez voir que que la farine de seigle, l'été commence déjà, le plus bas c'est T70, vous n'avez pas en dessous, donc on voit déjà qu'elle est beaucoup plus riche en minéraux que la farine de blé. Donc la farine de la T70 c'est la plus pure, la plus blanche, même si elle n'est pas blanche, parce que comme on a dit la couleur elle est un peu grisonnante de la farine de seigle.
Mais voilà, c'est celle que vous allez trouver le plus bas T. Voilà. Ensuite, on a la T85 qui est la farine bis. On a la T130 qui est la semi-complète. Et on a la T170 qui est la intégrale, donc celle qui est faite avec tout le grain de seigle. Donc vous voyez la différence avec le blé la plus forte en minéraux, c'est T150, là c'est T170. Donc la T170, quand vous l'utilisez en boulange, il faut vraiment l'utiliser en toute petite portion et la compléter parce qu'autrement vous n'allez pas avoir un pain qui sera léger et aéré. Vous allez avoir vraiment quelque chose qui va avoir bien compact. Déjà quand vous achetez un pain de seigle en commerce, vous voyez hein, la mie elle est beaucoup plus dense et tout, le pain est beaucoup plus lourd, il est moins aéré. C'est dû à ça en fait parce que la farine de seigle, comme je vous ai dit, elle a moins de gluten, elle a moins cette propriété à lever, à gonfler, à être élastique. Donc du coup on se retrouve avec un pain avec une mie qui est beaucoup plus compacte et beaucoup plus dense. Donc ensuite on va parler de la farine d'épeautre ou de petit épeautre. Alors c'est deux farines complètement différentes, il ne faut pas les confondre. On a la farine d'épeautre et du coup la farine de petit épeautre, c'est deux céréales faites, enfin c'est fait avec deux céréales complètement différentes. Donc du coup on a l'épeautre qui est aussi appelé grand épeautre, qui est une céréale qui a été fabriquée par l'homme, un peu comme le blé en fait, ça n'a pas poussé comme ça spontanément, ça a été développé par l'homme et c'est une farine qui peut très bien remplacer la farine de blé de vos recettes. Alors ensuite on a du coup le petit épeautre ou l'engrain. Alors lui c'est une céréale qui est beaucoup plus rustique, qui a moins été travaillée par l'homme. Elle donne un petit goût de noix en fait au pain, je trouve. Quand on la travaille, oui, ça change un petit peu le goût du pain. Enfin voilà, c'est très bon aussi. Ça change un petit peu, ça permet de faire un petit peu de changement. Par contre, elle ne peut pas remplacer complètement, la farine de blé parce qu'elle est beaucoup plus faible en gluten. Donc si vous remplacez complètement, vous allez vous retrouver avec un pain qui va pas bien lever. Donc quand on l'utilise, du coup, il faut soit l'utiliser en proportion avec une farine qui est riche en gluten, ou soit après, vous pouvez aussi, l'alternative pour ces farines qui sont faibles en gluten, c'est rajouter du gluten vous-même dans des paquets. On a enfin un magasin bio, vous pouvez acheter du gluten directement pour rajouter justement dans ces farines qui sont faibles en gluten. Par contre, le point commun entre du coup l'épeautre et le petit épeautre, c'est leurs minéraux, c'est leur richesse en fait en minéraux qui ils sont riches en protéines, en magnésium, en zinc, fer, cuivre. Il y a pas mal de protéines aussi à l'intérieur, donc c'est vraiment intéressant au niveau de la santé de les utiliser. Ensuite on a la farine de canut. Alors la céréale de canut, c'est une céréale qui est très ancienne, c'est un ancêtre du blé. Alors elle par contre, elle possède un petit goût de noisette quand on l'utilise dans les pains. Donc pareil, c'est bien aussi parce que ça permet de faire des petits changements au niveau du goût du pain. Et ce qui est très très intéressant dans cette farine, c'est ses valeurs nutritionnelles en fait, parce qu'elle est très riche en acides gras mono, polyinsaturés, en minéraux, en vitamines, donc la E, la B. Alors elle a du gluten, mais à ce qui paraît elle est un peu mieux tolérée par ceux qui ont des soucis d'intolérance ou des choses comme ça. Alors ça je sais pas parce que comme je vous ai dit, nous on n'a pas de problème d'intolérance. Alors ensuite on a la farine d'orge. Je vous ai justement partagé une recette cette semaine avec de la farine d'orge, un clafoutis avec un IG très bas avec de la farine d'orge. Elle est malheureusement moins utilisée par chez nous alors que franchement elle a plein de bienfaits quoi en fait. Alors en pain, voilà, c'est pareil que les autres farines qui sont un peu plus riches ou quoi, il faut l'utiliser en proportion un quart, pareil que les autres, parce qu'il y a moins de gluten, elle est moins panifiable, voilà. C'est dur de faire un pain avec que de la farine d'orge, enfin c'est pas possible de toute façon. Il faut vraiment utiliser une farine en complément, donc T65 ou T80 de blé. Par contre comme je vous ai dit, c'est vraiment dommage de ne pas l'utiliser un peu plus en pâtisserie ou des choses comme ça, parce que déjà son goût il passe pratiquement inaperçu, enfin voilà, on sent pas vraiment de différence. Vous voyez, quand vous voulez pas changer la saveur de quelque chose, on sent pas de différence par rapport à la farine de blé. Et au niveau des propriétés nutritionnelles, elle est pleine de sélénium, de phosphore, du fer, du cuivre, du magnésium, de la silice, vitamine B, de la E. En plus elle apporte pas mal de fibres qui sont solubles,
donc très bonne pour les intestins. Voilà, donc voilà, si vous trouvez la farine d'orge, vous savez, en pâtisserie, franchement je trouve que moi je vais l'utiliser un peu plus, c'est ce que je vous ai dit cette semaine, parce que j'ai vraiment eu un beau coup de cœur en fait pour cette farine dans mon clafoutis. Donc ensuite il y a la farine d'avoine, donc ça c'est pareil, c'est une farine que j'utilise aussi assez souvent aussi, surtout dans mes petits déjeuners ou les choses comme ça, quand je veux faire des pancakes ou des choses comme ça. Donc c'est une farine qu'on peut planifier, elle a un petit peu de gluten dedans, enfin c'est un petit peu controversé en fait au niveau du gluten, mais pas à proportion, on peut pas faire un pain 100% de gluten, enfin 100% avoine, parce que justement elle a pas assez de gluten en fait, il faut vraiment l'utiliser aussi en complément en fait avec une farine T65 ou une T80. Par contre, comme je vous ai dit, moi j'utilise beaucoup en pâtisserie ou des choses comme ça, ou dans les petits déjeuners, ou en remplacement de la farine. Comme la farine d'orge, elle est intéressante aussi en pâtisserie pour ses qualités nutritionnelles, parce qu'elle est très riche, enfin elle donne pas mal d'énergie, elle a pas mal de fibres aussi à l'intérieur, donc et en plus ces fibres, ils ont la particularité de réguler un peu plus le cholestérol et la glycémie, donc c'est bien aussi de l'utiliser aussi en pâtisserie. Comme je vous ai dit, si vous voulez l'utiliser pour faire du pain, il faut l'utiliser pareil, un quart de proportion par rapport à une autre farine, de la T60 ou de la T80, T65 ou T80. Je m'embrouille avec tous ces T. Donc maintenant on va parler de la farine de maïs. Alors la farine de maïs, à ne pas confondre avec la fécule de maïs, c'est deux choses complètement différentes. La farine de maïs, pour vous donner un petit aperçu d'à quoi elle ressemble, vous prenez mettons de la polenta très très fine, vous voyez, mais vraiment très fine. La couleur en fait, ça a cette couleur un petit peu jaune qu'a la polenta, mais la texture beaucoup plus... ça a une texture un petit peu plus grossière qu'une farine lambda, mais voilà, c'est beaucoup plus fluide quand même que la polenta. On voit vraiment que voilà, c'est une texture de farine. Alors elle est surtout connue pour faire le fameux pain de maïs, je vous en ai partagé un justement cette semaine aussi, un pain de maïs aux oignons nouveaux, donc allez voir si ça vous intéresse, ça fait une sorte de gâteau. C'est pas une farine qui est très panifiable, enfin on peut pas faire un pain avec, il faut aussi l'utiliser en proportion comme les autres farines en fait, avec une farine de blé T65 ou T80. Par contre, au niveau de la saveur, de la couleur et tout, elle est vraiment, enfin voilà, ça a un petit goût qui lui est particulier, qui est très intéressante aussi, qui change aussi un petit peu. Donc, ensuite, la farine de châtaigne. Alors la farine de châtaigne est très intéressante en pâtisserie. En pain, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'elle n'est pas panifiable, donc il faut l'utiliser mais avec en petites proportions. Voilà, en complément, ça donne un petit goût, un petit côté automne à votre pain, ça change un tout petit peu et il faut l'utiliser en complément du coup de la T65 ou de la T80 comme un peu toutes les autres farines. Par contre en pâtisserie elle est très intéressante au niveau du goût, enfin voilà, elle a un petit côté croustillant aussi qui est sympa. C'est vrai que je vous ai pas encore partagé, il va falloir que deux recettes, il va falloir que j'y remédie. Donc ensuite, il y a la farine de sarrasin, celle-là aussi elle est très connue, hein. Celle qu'on utilise, donc la farine de blé noir, celle qu'on utilise surtout pour faire les fameuses galettes bretonnes, hein. Alors en pain, voilà, faut l'utiliser, pareil, elle n'est pas panifiable, il faut l'utiliser en proportion, en faible proportion, un peu comme les autres farines, pour pouvoir avoir un beau pain bien aéré. Alors bien sûr le goût est intéressant aussi, donc c'est bien de l'utiliser pour varier un petit peu les saveurs des pains. Mais voilà, en faible proportion pour pouvoir avoir un beau pain bien aéré avec une belle mie, parce qu'elle n'a pas beaucoup de gluten. Alors, je dis qu'elle n'a pas beaucoup de gluten, mais en fait elle est sans gluten. Voilà, donc clairement pour faire un pain rien qu'avec, c'est pas possible. Il faut vraiment l'utiliser en complément avec une autre farine et en faible proportion. Par contre elle est très intéressante aussi en pâtisserie pour faire des pâtes, enfin si vous aimez son goût. Moi à la maison, voilà, chérie a du mal avec son goût, donc du coup je l'utilise pas beaucoup, à part dans les galettes bretonnes, mais c'est vrai qu'en pâtisserie c'est pareil, si vous aimez le goût, dans les pâtes à tarte ou les choses comme ça change un petit peu et ça donne une autre saveur. Alors voilà, j'ai fait le tour un petit peu des farines que j'utilise à la maison. Alors il y en a plein d'autres, hein. Il y en a plein qui sont passés à la trappe, mais voilà, comme nous on n'a pas l'intolérance à la maison, on cherche pas à remplacer en fait, voilà, on cherche pas à remplacer au niveau du gluten. J'aime bien utiliser des farines qui sont dites sans gluten ou avec moins de gluten
pour les saveurs, pour changer un petit peu les goûts de mes pains, les saveurs de mes pains, la texture de mes pains. Mais voilà, à chaque fois que j'utilise une farine qui n'a pas de gluten, je complète avec une autre farine comme vous l'avez vu. À chaque fois la T65 ou la T80 pour pouvoir avoir toujours ce pain comme nous on l'aime, avec une belle mie alvéolée, une belle croûte et bien gonflée. Alors je voulais juste faire aussi un petit point sur les fécules, parce que tout à l'heure je vous ai parlé de la farine de maïs et je vous ai dit de ne pas confondre avec la fécule de maïs, parce que c'était deux choses complètement différentes. Donc la différence entre la farine et la fécule, même si visuellement on pourrait les confondre, hein, ça se ressemble un petit peu, on sent quand on les touche quand même qu'elles sont différentes. Alors la différence, c'est que la farine c'est fait par broyage de la céréale, donc on va broyer la céréale, alors que la fécule c'est de l'amidon. Donc c'est l'amidon du végétal en fait qui est extrait. Donc c'est complètement deux choses différentes. Alors la fécule, on va l'utiliser surtout en pâtisserie pour faire des crèmes, ou même en cuisine pour épaissir des sauces ou des choses comme ça. En pâtisserie, on peut enlever un tout petit peu de farine dans une recette de gâteau, des choses comme ça, ça nous permet d'alléger le gâteau, mais on ne peut pas complètement le remplacer, enfin remplacer la farine par de la fécule, oui, de la fécule. Alors dernier point que je voulais aborder avec vous, c'était une question santé. Voilà, même si j'en ai parlé un tout petit peu tout au long de la vidéo, je vais essayer de faire un petit récapitulatif de ce que j'ai dit depuis le début. Donc au début, je vous ai dit que la farine c'était fait avec la céréale qui était broyée, et qu'en fonction du type de farine, on avait une farine qui était plus ou moins raffinée et qui était faite avec soit le cœur du blé ou de la céréale, ou la céréale ou le blé entier. En fait clairement c'est dans l'enveloppe du blé qu'on trouve le plus de minéraux, le plus de vitamines, le plus d'oligo-éléments. Donc au plus la farine est complète, au plus elle garde ses nutriments, au plus elle apporte des bienfaits à notre organisme. Donc les farines les plus intéressantes, elles commencent à partir de la T80 voire plus, parce que c'est celle qui comporte le plus de fibres, le plus d'enveloppe de la céréale. Dans ces farines, à partir de la T80, donc les glucides sont plus complexes. Donc ils apportent une bonne énergie qui va nous faire tenir sur la durée. On aura moins de fringales, moins voilà, ça va plus nous tenir au corps quoi en fait quand on va les consommer, dû aux fibres, dû aux nutriments, dû à tout ce qu'elles ont encore gardé en elles. Par contre les farines T45, T55, aussi la T65, même si je l'utilise beaucoup en complément d'une autre farine, hein. Mais voilà, ce sont des farines qui sont, comme je vous l'ai dit, plus raffinées, plus blanches. Elles ont perdu beaucoup de leurs nutriments, beaucoup de leurs vitamines. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles perdent environ 80% des vitamines et 75% des fibres par rapport à la céréale entière. Enfin, par rapport à ce que possède la céréale entière, donc c'est énorme quand même, hein. En plus les glucides, contrairement aux farines à partir de la T80 qui sont des glucides plus complexes, là par contre c'est des glucides rapides, donc du coup vous allez plus vite les digérer et vous risquez d'avoir un peu plus de fringales après. C'est souvent ce qu'on dit quand on mange des pâtes blanches, on dit souvent que 2 heures après on a faim, justement à cause de ça en fait, parce qu'il y a moins de fibres à l'intérieur qui permettent de moins tenir sur la durée. Donc c'est un peu pour ça que tout au long des vidéos et des vlogs, je vous parle souvent des farines complètes, des farines bis, et que je change en fait mes recettes en adaptant en fait et en mettant des farines qui sont un peu plus complètes et un peu plus du coup riches en minéraux et en nutriments. En plus ils ont un indice, en fait il faut savoir, c'est qu'au plus on monte dans l'été, au plus l'indice glycémique est bas, donc du coup il y a moins d'impact sur notre glycémie, ce qui est aussi très bien aussi, c'est un bon plus. Et puis comme je vous ai dit, voilà, leur valeur, enfin les glucides, le fait qu'elles sont des glucides complexes, permettent de tenir un peu plus longtemps par rapport à si vous faites un gâteau avec une farine blanche. Voilà, le gâteau avec la farine complète aura plus de bienfaits. C'est un peu comme le sucre en fait, hein. Quand vous utilisez un sucre raffiné qui a plus rien dedans par rapport à un sucre complet qui est rempli de magnésium, de minéraux et tout, qui a voilà, c'est pas des calories vides. C'est la même chose avec la farine en fait. Alors
je vous ai parlé un tout petit peu d'indice glycémique, donc du coup je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Donc l'indice glycémique, pour rappel, pour celles qui ne le savent pas, donc c'est ce qui va nous permettre de savoir l'influence qu'a un aliment sur notre taux de sucre dans notre sang, donc notre glycémie. Voilà, donc ça a été calculé en fonction du glucose. En fait, le glucose a un indice glycémique de 100, donc les autres aliments en fait ils ont été calculés par rapport à ce glucose. Donc pour vous donner une toute petite idée de ce que je disais tout à l'heure avec la farine, que je vous disais qu'au plus on montait dans les thés, au plus l'indice glycémique était bas. Donc je vais vous en citer quelques-uns. Donc par exemple, j'ai pris deux extrêmes, la farine de blé blanche, donc la T45, et la farine de blé complète, la T150, donc c'est vraiment, comme je vous ai dit, deux extrêmes. La blanche, donc la T45, a un indice glycémique de 85, à contrario la farine intégrale, donc la T150, a un indice glycémique de 45. Donc il y a quand même une sacrée différence, hein. Donc vous voyez comme quoi il y a quand même une en pâtisserie ou quoi, il y a quand même quelque chose à jouer là-dessus, quoi. En fait, on peut continuer à se faire plaisir tout en ayant moins d'impact sur notre glycémie, surtout pour les diabétiques, hein. Donc ensuite je vais vous en citer d'autres. Donc par exemple la farine de coco qui a un indice glycémique de 35, donc un indice glycémique bas. C'est vrai que je vous en ai pas parlé, mais c'est pas une farine que j'utilise beaucoup. Farine de maïs, elle par contre elle a un indice quand même assez haut puisque c'est un IG de 70. Pour vous citer une farine de légumineuse, par exemple une farine de pois chiche, c'est un IG de 35. Donc pareil, comme je vous dis, ça peut être intéressant aussi en pâtisserie ou quoi de l'utiliser. La farine de sarrasin, elle a un IG de 50, donc un IG moyen. La farine d'épeautre, tout à l'heure on parlait d'épeautre, elle a un IG de 65 si c'est de la raffinée, ou parce qu'en fait il y a deux T aussi chez l'épeautre, chez le grand épeautre, hein. Il y a une farine qui est un peu plus raffinée, donc la T je sais plus combien, et il y en a, je pense que c'est T70 ou T85, voilà, je m'en souviens plus trop, et il y en a une qui est un peu plus complète. Donc la raffinée, elle a un T65, donc elle est quand même beaucoup plus intéressante quand même qu'une farine de blé, et comme je vous ai dit, vous pouvez très bien la substituer à la place d'une farine de blé, puisqu'elle a les mêmes propriétés, elle a le même gluten et tout, donc il n'y a pas de souci. Et la farine intégrale, elle a un IG de 45. La farine de petit épeautre, donc la farine d'engrain, elle a un IG de 40. La farine de camute, je vous en ai parlé tout à l'heure, elle a un IG de 45. La farine de seigle, pour la intégrale, donc la T170 qu'on utilise un petit peu moins, hein, c'est ce que je vous ai dit, à part peut-être en pâtisserie qu'on pourrait utiliser, mais le goût aussi change, hein, du coup. Elle a un IG de 50. La farine d'orge, donc celle que je vous ai dit tout à l'heure, qui était intéressante en pâtisserie et que j'allais utiliser un peu plus maintenant que j'avais un petit peu découvert, elle a un IG de 30, donc vraiment très bas. Donc c'est ce que je vous disais, elle est vraiment très intéressante en pâtisserie. Et ensuite la farine d'avoine, pour en citer une dernière, elle a un IG de 50, donc un IG moyen. Donc ce qu'il faut retenir niveau santé, c'est que le mieux c'est d'utiliser des farines qui sont les moins raffinées possibles, utiliser plus de la farine intégrale parce qu'en fait l'indice glycémique est meilleur, l'apport nutritionnel aussi est meilleur, et du coup vous allez bien, enfin vous faire du bien en fait à votre corps. Voilà, donc là du coup je vais continuer la vidéo. Vous allez voir, je n'aurai pas à chaque fois la même tenue parce que je voulais filmer sur plusieurs jours. Donc là je vais vous partager du coup comment je fais mon levain, et ensuite viendra la recette du pain. Voilà, d'un pain, puisque après il y en a plein, hein, mais je vais vous expliquer un petit peu la base du pain un peu au levain en fait, celle que je fais. Voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure pour la fin de la vidéo. Alors je vais vous expliquer comment j'ai fait partir mon levain. Alors il faut savoir, c'est qu'il y a plein de façons de faire partir un levain. Moi ce que je vais vous expliquer, c'est ma façon que j'ai fait, celle qui a fonctionné avec moi. Mais voilà, il y en a plein d'autres. Il y en a qui utilisent des fruits, il y en a qui utilisent même du kéfir, il y en a qui utilisent du yaourt à mettre dedans. Moi c'est juste de l'eau et de la farine et du temps. Alors ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que le levain c'est
en fait il se crée grâce aux bactéries qu'il y a dans l'air, dans la farine, dans l'eau que vous allez utiliser. Donc du coup il faut lui laisser le temps, à ces bactéries de proliférer. Alors il y a des moments c'est les bonnes bactéries qui partent et vous réussissez votre levain, et il y a des moments malheureusement c'est les mauvaises bactéries qui prennent le dessus et vous y arrivez pas du premier coup. Il faut persister, voilà. Souvent, première fois, bon il y a des moments on n'y arrive pas, mais la deuxième, troisième fois, voilà, avec un petit peu de persévérance on y arrive, c'est sûr. Alors ensuite le levain est très lunatique à la chaleur, on va dire, autant qu'il fait. C'est beaucoup plus facile de faire partir un levain là maintenant quand la chaleur est douce et qu'il y a une bonne température dans les maisons et tout, parce que voilà, il est capricieux, il aime le chaud, on va dire. Donc si vous le commencez l'hiver par exemple, vous allez beaucoup plus, enfin il va prendre beaucoup plus de temps. Vous allez y arriver hein, mais il va prendre beaucoup plus de temps à prendre vie, alors que si vous le commencez l'été là en ce moment. Alors comme je vous ai dit, moi je fais très simple, j'utilise que de l'eau et de la farine. Donc les ingrédients que vous allez avoir besoin, c'est de la farine, de l'eau, un bocal, une petite spatule, de préférence style Maryse en plastique, pour pouvoir mélanger. Et c'est tout. Alors le bocal, pas besoin d'avoir un bocal qui ferme, faut juste, voilà, comme là moi c'est un bocal parfait, j'ai enlevé le joint. Parce qu'il ne faut pas que ça ferme hermétiquement, il faut que l'air puisse circuler quand même. Alors après un bocal, vous récupérez un bocal de, je sais pas, de cornichons, je sais pas quoi, vous le nettoyez correctement et puis vous utilisez un petit chiffon pour mettre au-dessus, ou vous posez juste le couvercle mais sans le fermer, sans le visser. Alors la farine au départ a beaucoup d'importance, il faut vraiment une farine qui soit complète. Donc comme on l'a vu, c'est avec le T, le type, donc il faut un type au moins de 110, 150 si vous utilisez une farine de blé, voire plus si c'est une farine de seigle. Pour débarrer au moins le levain. Ensuite vous allez pouvoir utiliser une autre farine quand il sera bien costaud, mais au tout début il faut mieux utiliser une farine bien complète. Ensuite comme je vous ai dit, entre la farine de blé et la farine de seigle a un pouvoir, enfin elle fermente beaucoup plus vite, donc du coup c'est beaucoup plus facile avec une farine de seigle. C'est pour ça que moi j'ai utilisé une farine de seigle. Je vous conseille aussi c'est d'utiliser une farine bio, surtout quand vous partez comme ça dans les farines complètes, justement pour les pesticides, enfin les choses comme ça, comme on a dit en fait avec le grain, comme on utilise le grain entier, il y a plus de risque d'avoir des pesticides dedans. Et puis en plus voilà, elle est plus facilement, elle est mieux en fait, les bactéries vont plus vite se propager qu'avec une farine de supermarché. Alors surtout n'utilisez pas la T45, la T55 qui sont vraiment trop faibles, et n'utilisez pas non plus les mix style mix campagne, des choses comme ça, parce qu'en fait souvent c'est un mélange de farine, il y a des moments il y a du sel dedans, il y a des moments il y a de la levure, enfin des choses comme ça dedans, donc il faut vraiment partir sur une farine basique, soit une T110 voire 150, enfin 150 voire 110, ou soit une farine de seigle. Donc pour le coup on va utiliser soit de l'eau de bouteille si vous le voulez, de l'eau minérale, soit de l'eau filtrée, mais pas de l'eau du robinet, enfin pas qui vient directement de l'eau du robinet, parce qu'en fait il y a du chlore dedans, et le chlore voilà c'est contre les bactéries, donc ça va pas fonctionner avec, ça risque de tuer les bonnes bactéries qui vont se propager vouloir se propager dans votre levain et partir à bas. Alors on a vu la farine, on a vu l'eau, maintenant l'air. Alors parce que c'est les trois choses que le levain a besoin. Donc l'environnement, enfin vous allez me dire l'air je peux pas trop y jouer, mais si un petit peu. L'environnement, faites attention de ne pas utiliser de produits d'entretien, vous voyez en bombe, des déodorants, des choses comme ça, parce que n'oubliez pas que votre bocal est ouvert et que ça risque, enfin voilà, il se nourrit des bactéries ambiantes, il se nourrit de tout ça. Donc il risque de se nourrir avec les mauvaises choses qu'il y a dans ces bombes. Donc faites attention de ne pas trop aseptiser non plus votre environnement, parce qu'il a besoin des bactéries, et surtout oui, les bombes, les sprays, voilà, si vous avez des styles fébraise à côté qui se déclenchent tout seul ou quoi, voilà, c'est pas très bon avec, c'est pas compatible avec le levain. Comme je vous dis, il va se nourrir de l'air ambiant, de ce qu'il y a dans la farine, de ce qu'il y a dans l'eau, donc il faut essayer de faire en sorte qu'il se nourrit de bonnes choses. Il y a aussi dans l'air aussi, c'est la température ambiante. Le levain aime le chaud, donc comme je vous ai dit au début, s'il fait 15 degrés chez vous, vous allez avoir du mal à faire partir votre levain. Il lui faut une température moyenne de 20-22 degrés quoi en fait. Donc c'est bien de le faire partir l'été, ou vous le mettez dans un endroit où il fait chaud. Voilà, à côté d'un radiateur ou des choses comme ça l'hiver. Donc allez, on est parti. Donc on est au premier jour de notre levain. On va mélanger 50 g de farine. Donc comme je vous ai dit, soit une bien complète de blé
ou soit une farine de seigle qui est aussi pour le début le mieux en fait pour que ça parte plus vite, qu'elle soit complète. Donc moi j'ai utilisé une farine de seigle 170, donc c'est le maximum qui existe en farine de seigle. Alors après c'est bien, moi c'est un gros sac, mais je vous conseille de plus de prendre un tout petit sac parce que c'est pas une farine qu'on utilise beaucoup par la suite. Enfin je vous l'ai expliqué hein, au tout début quand on a parlé des farines, mais elle est difficilement panifiable et faut l'utiliser en toute petite dose quoi en fait quand vous voulez faire un pain de seigle avec cette farine là. Donc voilà, donc un petit sac, dans magasin bio vous allez trouver des petits 500 ou 1 kg, c'est voilà, pour partir le levain c'est suffisant. Donc 50 g de farine 170 et 50 g d'eau. Vous mélangez, hop, mettez dans un petit bocal, donc comme je vous ai dit, pas besoin d'avoir un bocal qui ferme forcément. Alors prenez un bocal avec de l'espace quand même, hein, parce qu'il va gonfler notre levain. Le but c'est qu'il prenne du volume, donc ne mettez pas un bocal tout juste. Enfin au début ça va, mais après il faut mieux avoir de l'espace. Autrement vous allez avoir il va tout sortir, vous allez avoir un geyser de levain qui va sortir de partout. Donc du coup 50 g d'eau, 50 g de farine, on mélange et on met dans un bocal fermé. Juste comme ça, moi j'ai enlevé le joint comme je vous ai dit, voilà, où on pose juste le couvercle comme ça. Alors ce que je vous conseille aussi, petit truc, c'est de mettre un élastique sur votre bocal au niveau où arrive votre levain. Voilà, ici. Comme ça en fait vous allez voir le niveau de votre levain et quand vous allez le regarder vous allez voir s'il a doublé de volume, s'il a juste levé un tout petit peu, s'il a triplé, voilà, ça vous fait comme un repère en fait. Donc et ensuite on pose un petit chiffon, hop, tenu par un petit élastique pour éviter les petites mouches ou les trucs comme ça qui pourraient vouloir aller se loger dedans. Hop, donc une fois que c'est fait, on le met, alors comme moi, vous le mettez dans un endroit chaud de votre maison. Donc moi je le mets sur mon étagère dans ma cuisine en hauteur. Comme ça, la chaleur monte, vous voyez. Donc il est bien, il a la bonne température. Et on le laisse comme ça jusqu'à, on n'y touche pas, on regarde de temps en temps, jusqu'à ce qu'on voit qu'il y a des petites bulles qui se forment dans notre levain. Donc je vais vous mettre une petite photo pour vous montrer à quoi ça ressemble. On le voit même à travers le bocal, on voit toutes des petites bulles. Au-dessus ça fait toutes des petites bulles. Alors faites attention parce qu'il y a des grosses bulles qui se sont formées, mais c'est juste de l'air qui a fait. Là on doit vraiment voir tout plein de petites bulles à la surface et autour du bocal de notre levain. Donc quand ces petites bulles se sont créées, on va nourrir notre levain. Donc on va le nourrir avec 50 g d'eau, 50 g de farine. Donc on prend notre levain qui a des petites bulles, on mélange 50 g d'eau, 50 g de levain, de farine. Donc toujours, comme je vous ai dit, de l'eau filtrée ou de l'eau de bouteille, pas de l'eau du robinet. Et toujours de la farine T170, enfin la farine que vous avez utilisée au début. Vous mélangez, vous leur laissez le petit élastique, vous remettez le niveau de l'élastique correctement. Et vous le remettez, hop, à sa petite place au chaud pendant encore 24. Alors le premier temps, les premières bulles, ça peut mettre 24-48 heures, enfin ça dépendra de la température ambiante qui fait chez vous, ça dépendra des bactéries, ça dépendra de la farine, ça dépendra de plein de choses. Voilà, ça peut mettre du temps, comme ça peut aller très vite. Là, le levain que j'ai fait ici a pris en 48 heures quoi en fait. Enfin, les premières petites bulles, le lendemain j'avais déjà, et le lendemain il était déjà super actif quoi en fait. Donc voilà, donc ça dépend vraiment. Alors que le premier que j'avais fait, ça a mis une semaine, et que la dernière fois que j'avais fait voilà, ça dépend vraiment de plein de choses. C'est vraiment comme je vous ai dit, c'est un peu lunatique. Donc du coup, on revient à notre levain, on a nos petites bulles qui se sont créées, on le nourrit, 50 g d'eau, 50 g de farine, et on le remet, hop, avec son petit torchon, son petit élastique, en haut, au chaud, et on va attendre qu'il lève de volume. Là, on doit pas avoir que les petites bulles, il doit monter au-dessus de l'élastique. La première fois, juste les petites bulles. Par contre, la deuxième fois, il doit un petit peu lever. Quand il commence à lever, c'est que les bactéries se sont commencées à bien se créer et commencent à se propager. Et c'est les bactéries qui forment ces bulles d'air en digérant en fait ce qu'il y a dans le levain. C'est un peu ragoûtant ce que je dis. Mais bon, c'est le processus du levain. Donc là, à partir de là, on va le nourrir matin et soir. Voilà, quand il a commencé à lever au-dessus de l'élastique, on va le nourrir matin et soir. Donc toujours 50 g d'eau, 50 g de farine,
le soir 50 g d'eau, 50 g de farine, jusqu'à ce que la levée soit franche et qui double voire triple de volume. Moi il a débordé de mon bocal là, quand voilà, il avait fait un champignon au dessus, il avait fait tendre le torchon tellement qu'il était, il était gonflé. Alors petit truc pour pas gâcher, parce que voilà, vous allez faire à chaque fois nourrir, vous allez vous imaginer qu'à chaque fois si vous nourrissez votre bocal de 50 g d'eau, 50 g de farine, donc du coup ça fait à chaque fois 100 g de levain que vous rajoutez dedans, donc matin et soir, en une journée, déjà vous avez 200 g à chaque fois qui se rajoutent, donc le bocal il va vite remplir, il va vite être débordé même, hein. Donc ce que vous pouvez faire, c'est ce que j'ai fait moi, c'est que le soir quand je faisais mon pain comme d'habitude avec de la levure, ben je mettais du levain en fait dedans. Je diminuais alors je mettais 200 g de levain dans mon pain et je diminuais du coup dans ma recette 100 g d'eau et 100 g de farine. Voilà. Mais je mettais toujours un tout petit peu de levure en fait parce que le levain n'est pas assez fort, n'est pas assez costaud pour pouvoir faire lever le pain. Donc c'est juste une petite astuce, plutôt que de jeter la farine et l'eau que vous avez mis dans votre levain, ben vous pouvez l'utiliser comme ça dans votre pain, donc le soir en enlevant 100 g d'eau, 100 g de farine, ou le matin hein, quand vous faites votre pain en fait, et vous utilisez toujours un tout petit peu de levure. Moi ce que j'utilisais c'est du levain fermenticide qu'on trouve en magasin bio, c'est une alternative à la levure en fait, c'est un levain qui a été déshydraté en fait un petit peu, voilà, à part que, voilà, oui c'est ça. Donc voilà, donc vous attendez que le levain, vous continuez à le nourrir matin et soir jusqu'à ce que la levée soit franche. Donc pareil, je vous mettrai une petite photo d'un levain qui double, triple de volume, qui soit bien franc. Et là quand la levée elle est franche, c'est qu'il est prêt à être utilisé. Alors je vous ai pas dit, mais si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser une farine qui soit plus faible pour les prochaines nourritures. Une fois qu'il a fait ses bulles, que vous l'avez nourri, qu'il a commencé à lever, vous pouvez, si vous le souhaitez, changer pour une farine qui soit plus faible, mettre une farine T110 ou une farine 80 si vous utilisez la farine de blé, ou mais pas en dessous de 65. Voilà, pas la 45 et la 55, celle-là on les oublie pour le pain, tout au moins. Donc du coup moi j'utilise toujours la farine de seigle, mais de la 85, c'est celle qui fonctionne le mieux pour faire le levain, je trouve, la farine de seigle. Après ça fonctionne très bien avec la farine de blé hein, mais voilà. Donc du coup comme je vous disais, il va falloir, une fois qu'il est bien parti, que vous l'avez nourri et qu'il a bien triplé, doublé de volume, il va falloir vous trouver une routine pour faire votre pain en fonction de vos habitudes, de votre consommation de pain, du temps que vous avez, si vous voulez le faire le matin, si vous voulez le faire du soir, enfin voilà. Alors moi je vais vous montrer comment moi je fonctionne pour faire mon pain, ma routine à moi au niveau du levain, mais vous pouvez très bien la changer et l'adapter à vous quoi, en fait, à votre vie, à votre... Donc voilà comment moi je fonctionne. Alors déjà moi je fais mon pain, vous le verrez par la suite, mais je fais mon pain le soir. Question d'organisation, pour moi c'est plus simple de le faire comme ça. Donc du coup quand je prélève mes 200 g pour faire mon pain, mes 200 g de levain, je nourris mon levain. Je le nourris avec 50 g d'eau, 50 g de farine. Et je le mets à température ambiante avec son petit chiffon au chaud. Le matin, je le renourris, 50 g d'eau, 50 g de farine et je mélange, je le remets au chaud et je fais mon pain le soir. Si par exemple, et je refais un cycle du coup comme ça, je nourris mon levain le matin, enfin le soir, le repareil le matin et je refais un pain le soir et ainsi de suite. Voilà, si mettons le soir, je me rends compte qu'il reste encore énormément de pain, du pain que j'ai fait de la journée, et que j'aurais pas besoin d'en refaire un pour le lendemain, ben je vais pas nourrir mon levain. Voilà, en fait il va très bien conserver à température ambiante comme ça, avec les 50 g de farine que je lui ai donné le matin et les 50 g de soir. Donc je lui fais sauter un repas sans souci, je lui donne pas manger le soir. Par contre le lendemain matin, du coup là je vais lui donner les 50 g d'eau, 50 g de farine, je vais le nourrir, il va prendre un peu de force et j'aurai mes 200 g pour moi faire mon pain le soir, du coup mes 200 g de levain. Je sais pas si vous comprenez en fait mon cheminement. Voilà, c'est un peu complexe au début hein, à comprendre, mais c'est une habitude, c'est comme je vous dis, c'est une routine en fait à prendre. Donc clairement, je le nourris le soir, je le nourris le matin, je fais mon pain le soir, je renourris mon levain matin, enfin le soir, le matin et ainsi de suite.
Si je ne fais pas le pain le soir, je ne le nourris pas, mais je le nourris le lendemain matin. Voilà, pour synthétiser un tout petit peu. Donc j'espère que, voilà, n'hésitez pas, hein, si c'est pas clair, posez-moi des questions en commentaire, j'y répondrai comme à chaque fois avec beaucoup de plaisir. Donc voilà, donc du coup là je vais vous laisser avec la petite vidéo que je vous ai fait avec une recette de pain, enfin voilà, comment je procède, ma petite routine pour faire le pain maison tous les jours. Alors là je vais préparer un pain multigraine du coup pour demain. Alors je fais tout le temps mon pain la veille, c'est une question d'organisation en fait, puisque le pain au levain met beaucoup plus de temps à lever qu'un pain à la levure. Un pain à la levure, au bout d'1 heure et demie, vous allez pouvoir faire cuire votre pain. Il faut vraiment beaucoup de temps pour que le levain fait son travail en fait. Il faudrait, dans la même journée, si mettons je le ferais le matin, je pourrais le faire cuire que le soir, et du coup en fait le soir pour le couper il serait trop chaud, donc ça n'irait pas. Donc c'est pour ça que je préfère le faire le soir. Comme ça là ce soir je vais le mettre au frigo pour éviter qu'il reste trop longtemps à température ambiante et qu'il lève de trop en fait. Donc je le mets au frigo, comme ça il commence à pousser, mais le frigo, le fait que la température est basse, la pousse est ralentie en fait. Donc demain matin vers 6h30 quand je me lève, je le sors, je le mets à température ambiante jusqu'à peu près 11h. Là à 11h je le pétris, je le mets en forme et je le mets dans ma cocotte, mais bon tout ça vous verrez dans les images, et ensuite je le fais cuire. Comme ça, sous le coup de midi et demi, souvent il est cuit, et à 4h je peux le couper pour les enfants goûter. Voilà, c'est juste une question d'organisation. Donc après c'est pas obligé de le faire le soir, vous pouvez très bien le faire le matin et le faire cuire mettons le soir quand vous rentrez, et le manger seulement le lendemain matin. Enfin voilà, c'est à vous de voir quoi, en fait. Donc du coup pour cette recette de pain au levain, j'ai toujours la même base, peu importe le pain que je fais. Donc j'utilise toujours, alors moi je fais pas des trop gros pains, je fais des pains à peu près de 700 grammes, je pense que ça doit faire ça. Donc ma base c'est 200 grammes de levain, 200 grammes à peu près d'eau, parce que ça dépend un peu de la farine que vous allez utiliser, 400 grammes de farine et 9 à 10 grammes de sel. Voilà, ça c'est la base pour mon pain au levain. Ensuite la farine, je vais changer les proportions en fonction du pain que je veux faire. Par exemple là je vais faire un pain multigraine. Mon mix multigraine que j'achète au moulin, il faut le mélanger avec une farine qui est plus blanche, parce que c'est une farine qui est bien complète quoi en fait. Donc si je le ferai qu'avec ça, il va pas bien lever. Donc du coup là je vais mettre un mix de 2 farines, donc une T65 bio de blé et un mix multigraine. Non, mais là, les deux ensemble, j'ai 400 grammes. En fait, là, j'ai 250 et 150. Ça fait 400 grammes. Et à chaque fois, je joue avec les farines, mais tout le temps pour avoir mes 400 grammes de farine. Peu importe les farines que j'utilise, j'essaye à chaque fois d'avoir 400 grammes de farine à la fin dans ma recette. Donc le levain, les 200 grammes de levain, ça reste. Et l'eau, je mets 200 grammes et ensuite, je rajoute un tout petit peu à la fois en fonction de la farine que vous utilisez. Il y en a certaines qui ont besoin de beaucoup plus d'eau que d'autres en fait. Par exemple, la farine de seigle, elle a besoin beaucoup plus d'eau. Les farines qui sont plus complètes, pareil, ont besoin de beaucoup plus d'eau. Alors moi j'y vais franco pour la recette, je mets tout dedans et je fais pétrir mon robot. Donc en fait là je vais mettre les 200 grammes de levain. Donc le levain qui a été nourri ce matin, qui a levé et qui a rebaissé là, donc du coup là il a faim. Donc du coup le fait de faire mon pain avec un levain qui a faim, et ben il va se nourrir et il va relever le pain. Ensuite je vais mélanger du coup les 200 grammes de levain avec 200 grammes d'eau. Donc là j'ai mis mes 200 grammes de levain, je rajoute mes 200 grammes d'eau. Et ensuite, je vais juste mettre les farines. Hop. Donc comme je vous ai dit, là j'ai 150 de mix multigraine. Et j'ai 250 de T65. Alors en fonction, moi c'est vraiment parce que mon mix multigraine vient du moulin et qui est bien écrit sur l'emballage qu'il faut que je le mélange avec une autre farine. Mais il y a des moments quand on achète directement les mix pour pain en grande surface, il n'y a pas besoin de faire ce mélange de farine. Donc là vous mettez juste les 400 grammes de farine. Donc là je vais rajouter les 9 grammes de sel et
on va pétrir ça pendant au moins 10 minutes. Alors si vous voyez que quand vous pétrissez, vous avez l'impression que la pâte elle n'est pas assez agglomérée, que vous avez l'impression qu'il manque un petit peu d'eau, qu'elle paraît sèche, bah vous rajoutez un tout petit peu à la fois. Donc vous voyez, là j'ai fini, elle a pétri 10 minutes. Je vais essayer de vous montrer comment je vois moi que mon pain est bon, qu'il y a assez d'eau. En fait mon bol est propre, vous voyez, il n'y a plus rien. Par contre quand je pétris, elle colle un petit peu vous voyez, au plat dans le fond. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais elle colle pas voilà, elle colle un peu dans le fond, mais c'est difficile de filmer. Voilà. Elle colle un peu dans le fond, mais sur les côtés, vous voyez, mon bol est propre, ça a bien été réfléchi. Donc voilà, donc une fois que là c'est pétri, on met dans le fond et on va le laisser, on va mettre une petite charlotte et on va le laisser lever. Alors là la pâte paraît un peu collante et enfin elle est collante, mais c'est une pâte avec plein de graines à l'intérieur et en fait les graines vont se gorger un petit peu du liquide. Donc si j'aurais une pâte sèche là, ben, demain matin j'aurai une pâte encore plus sèche parce que les graines vont se réhydrater un tout petit peu avec le liquide. C'est comme quand on utilise une farine complète ou quoi que ce soit, elle paraît tout le temps plus collante quand on vient juste de la pétrir parce que tout ce qui est le son qu'il y a dans la farine complète va se regorger du liquide qu'il y a dans la pâte. Donc il ne faut pas vous inquiéter. Si vous utilisez une farine blanche, je vous dirais oui, il y a trop d'eau. Par contre, si vous utilisez une farine avec des graines ou avec du son dedans qui est un peu plus complète, c'est un peu normal qu'elle soit un petit peu liquide. Il faut lui laisser le temps de boire tout le liquide que vous avez mis dans votre pâte. Donc là du coup, comme je vous ai dit, moi je mets une petite charlotte. Je mets bien toute ma pâte dans le fond. Je mets une petite charlotte et elle va aller au frigo pour la nuit. Alors, je vais juste revenir 2 minutes sur la quantité d'eau que j'ai mis dans mon pain. Donc moi je vous ai dit j'ai mis 200 ml d'eau parce que ça correspond à la farine que j'ai. En fonction du taux d'humidité qu'on a dans notre farine, en fonction du taux d'humidité qu'on a chez nous, en fonction de où vient votre farine, elle demandera plus ou moins d'eau. Donc c'est vraiment une approximation, les 200 ml. C'est à vous de voir, à l'œil en fait, au toucher. Si vous voyez que votre pâte est trop sèche, c'est qu'elle n'a pas assez d'eau. Si vous voyez qu'elle colle de trop, c'est que justement elle a eu trop d'eau. Donc c'est à la force de faire le pain que vous allez vous rendre compte, en fonction, surtout si vous prenez tout le temps la même farine, de la quantité que vous avez besoin d'eau pour faire votre pain. Donc allez-y, peut-être mollo, mettez 180 ou 170 au début et puis ajoutez, parce que c'est plus facile d'ajouter de l'eau parce que autrement après c'est de la farine qu'il faut rajouter et ça change complètement les proportions au niveau de la recette. Donc allez-y au début avec moins d'eau, rajoutez un tout petit peu si vous voyez que votre farine elle est trop sèche plutôt que l'inverse quoi en fait. Voilà, donc là moi mon pain il va aller du coup au frigo pour jusqu'à demain matin. Et là ce que je vais faire c'est que je vais renourrir mon levain, le remettre à lever pour la nuit. Demain matin je le renourrirai pour pouvoir refaire un pain demain soir. Donc là je vais le nourrir avec 50 g d'eau, 50 g de farine. Je vais le couvrir, le laisser en haut de mon étagère jusqu'à demain matin. Je le renourris avec 50 g d'eau, 50 g de farine. Je le remets en haut de mon étagère couvert jusque demain soir. Et là, je vais pouvoir faire mon pain. Alors au bout de 2-3 heures à température ambiante, enfin plus 3-4 heures, il a doublé de volume. Je vais du coup le mettre en forme, donc je le mets sur un plateau avec un peu de farine et je viens rassembler les bouts sur le milieu. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Pour faire un style de boule. Hop, je le retourne. Là avec mes mains, je viens en tournant pour lui donner une belle forme. Je vais allonger un peu la... Alors moi j'ai ma cocotte dans laquelle je le fais cuire.
puisque je le fais cuire à la cocotte fermée, elle est allongée. Donc du coup, je donne tout le temps moi, à mon pain une forme un petit peu allongée et pas de boule, enfin plus d'un ovale en fait, ou d'un bouleau, voilà, d'un pain. Et je vais le mettre du coup là dans la cocotte. Voilà, donc dans ma cocotte, alors moi je mets un papier c'est un papier sulfurisé mais réutilisable, enfin je sais pas comment on appelle ça, que j'avais acheté exprès pour éviter de devoir trop fariner mon pain et éviter qu'il attache à la cocotte. Je le mets comme ça dans le fond, comme ça voilà, au moins mon pain il se démoule tout seul. Alors cette cocotte, c'est une cocotte que je me sers exclusivement pour faire mon pain. Enfin, c'est même pas une cocotte, c'est le plat d'une mijoteuse, d'une ancienne mijoteuse que j'ai récupérée pour pouvoir le faire. Alors elle avait un petit bouchon en plastique en fait qui allait pas, donc j'ai enlevé le bouchon, j'ai bouché le trou par un morceau d'aluminium et c'est comme ça que je fais cuire mon pain. Comme je vous dis, je fais cuire exclusivement mon pain dedans, il n'y a rien d'autre qui va dedans. Donc je la lave, je donne un petit coup comme ça, c'est tout quoi, en fait. Je cherche pas à la nettoyer correctement, enfin voilà. Hop, donc je pose mon pain dans le fond du plat et je mets le couvercle du coup et je vais relaisser lever comme ça pour une petite demi-heure. Le temps que... Et ensuite, enfin au bout d'une demi-heure, je vais commencer à mettre mon four en préchauffage en laissant la cocotte au-dessus de ma gazinière. Comme ça, la chaleur du four va donner un petit peu sur la cocotte. Et le temps de préchauffage, donc on va dire en tout, je le laisse lever peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure à peu près. Là mon four est à température. Alors pour faire cuire mon pain, je mets au max de mon four. Donc moi il va jusqu'à 265. Donc je le mets à fond. Donc là il a redoublé de volume. Donc je vais faire une incision avec un couteau qui coupe très fort. Je fais une incision, une griffe sur le pain. Hop, donc là j'en fais même 2. C'est ce qui va permettre au pain de bien lever et pas de craquer quoi en fait. Il va lever par ces incisions. On remet le couvercle et on enfourne une première fois du coup 30 minutes avec le couvercle. Au bout de 30 minutes, j'enlève le couvercle et je le continue la cuisson. Là, il va dorer pendant 10 minutes. Donc 30 minutes avec le couvercle et 10-15 minutes, ça dépendra de votre four, sans le couvercle. À fond, au maximum de votre four. Voilà le pain après son petit passage au four, donc 30 minutes avec le couvercle et puis ensuite 10 minutes sans le couvercle pour qu'il dore. Quand vous allez enlever le couvercle au bout des 30 premières minutes, ben vous allez voir votre pain il va être formé, il y aura les griffes qui se seront formées mais il sera encore bien blanc. Les 10 minutes supplémentaires c'est vraiment pour le dorer. Donc voilà, donc là je le mets sur une petite grille pour que il est encore tout chaud là, hein. Il vient juste de sortir du four, donc pour pas que l'humidité reste à l'intérieur, que la croûte reste bien croustillante. Et puis après ben, il faut le couper bien sûr seulement quand il est froid. C'est comme le boulanger, quand vous allez au boulanger, qu'on vous demandez pour couper un pain, ben, il faut qu'il soit froid parce qu'autrement ça colle et l'humidité en fait du pain qui est à l'intérieur va ressortir et c'est comme ça qu'il sèche plus vite. Parce qu'un pain au levain vous allez pouvoir le garder quelques jours sans souci. Voilà, j'ai vraiment l'impression que cette vidéo elle va durer très très longtemps, mais bon, j'ai essayé d'être le plus complète possible, de répondre le plus possible à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Alors comme je vous ai dit, hein, j'ai pas de formation, rien du tout, donc c'est vraiment des recherches que j'ai fait et puis des tests que moi j'ai fait tout au long de ma pratique de boulange quoi en fait. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, en fonction de mes capacités j'essaierai d'y répondre. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis donc à demain pour le retour de course. Bye, bisous.